Bonjour, la sécheresse, le manque d'eau, l'inquiétude sur les récoltes, autant de sujets qui abreuvent les journaux télévisés ces dernières semaines, avec une question plus qu'angoissante comme un fil rouge permanent. Aurons-nous assez d'eau cet été et dans les prochaines années? Pourtant, rares sont les fois où la question de la responsabilité est véritablement posée. À qui la faute ce manque d'eau? Aux consommateurs, usagers qui ne font pas attention, aux entreprises qui consomment toujours un peu plus, voire beaucoup plus, au gouvernement peut-être trop timide sur ce sujet. Bref, en d'autres termes, qui fait la guerre à l'eau et pourquoi? Et quelles solutions surtout les scientifiques posent-ils sur la table? À mes côtés pour répondre à toutes ces questions, deux invités. Charlène Descolonges, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure hydrologue, vous êtes autrice, co-autrice de ce livre qu'on va voir apparaître, L'eau fake or not, paru aux éditions Tana en mai 2023. Livre très intéressant, à la fois pédagogique, mais aussi très documenté, scientifique, puisque vous l'êtes. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous permettre d'éclairer ce sujet. Marion Hatzel, bonjour. Vous êtes membre du collectif et de l'association Climat Média. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots en quoi consiste votre association? Alors, on est une association de citoyens engagés et notre objectif, c'est de mettre plus de climat dans les médias, donc on en parle plus et qu'on en parle bien. Donc, on dise les causes, les solutions et, si possible, des solutions à long terme, voilà, pour nous éclairer. Et on y reviendra évidemment tout au long de cette émission. Et vous êtes également consultante en sensibilisation aux enjeux environnementaux. Merci également d'avoir répondu présente pour nous aider à documenter ce sujet. Alors, c'est un des sujets les plus évoqués ces dernières semaines, je le disais en introduction, la sécheresse et l'impact des températures très élevées sur les récoltes des agriculteurs. Exemple, vous allez le voir avec ce reportage de France 2 diffusé le 26 avril dernier dans les Pyrénées-Orientales auprès de producteurs de fruits. Les arbres fruitiers des Pyrénées-Orientales surmonteront-ils cet épisode de sécheresse historique? C'est la question que se pose ce couple d'arboriculteurs dans la vallée du Tech. La récolte s'annonce mauvaise, voire inexistante. Car avec la sécheresse, le verger manque d'eau. Il n'a pas plu en quantité suffisante depuis 8 mois. Si on peut pas arroser de tout l'été, les arbres, que ce soit pêche, nectarine, abricot ou cerisier, ils meurent. Si notre récolte n'est pas sauvée, je ne sais pas qu'est-ce que les agriculteurs vont devenir. Parce que nous, on n'a droit à rien du tout. Ni chômage technique, ni quoi que ce soit. À une quarantaine de kilomètres dans la vallée de la Glie, cet arboriculteur hésite, lui, à faire tomber l'intégralité de ses abricots pour privilégier la survie de ses 4000 arbres. Une décision qu'il repousse chaque jour au lendemain, dans l'espoir qu'il finisse enfin par pleuvoir. Depuis fin février, les Pyrénées-Orientales sont en alerte sécheresse renforcée. Autour de la Glie, dont on voit ici le lit complètement asséché, le prélèvement de l'eau est réservé aux professionnels, qui n'ont le droit d'irriguer qu'un jour sur 2. Des agriculteurs privés aussi de l'eau du barrage sur la Glie. La retenue est 2 fois moins remplie qu'en temps normal et elle est conservée désormais pour l'eau potable. Tous les besoins d'irrigation ne vont pas pouvoir être satisfaits et donc on a des risques de perte de culture, voire de perte d'arbres donc pour plusieurs années, le temps qu'on replante et que les nouveaux arbres recommencent à produire. Voilà, alors c'est typiquement le genre de sujet qu'on a beaucoup vu à tout le printemps sur l'ensemble des chaînes d'information et des chaînes nationales sur la question de la sécheresse. Peut-être première question à vous, Charlène Descolonges, sur les termes employés par la journaliste dans le commentaire du sujet. On parle ici de sécheresse historique, de stress hydrique. Est-ce que, selon vous, au vu de votre expertise, ces mots sont à la hauteur de la situation que vivent les agriculteurs, les Pyrénées-Orientales et plus globalement un certain nombre de territoires en France? Merci pour cette question. Déjà clarifier en fait les termes pour répondre simplement. Les termes sont exacts. Maintenant, on peut aller toujours plus loin dans la manière d'exprimer l'urgence climatique qu'il y a et qu'on ressent déjà à plus 1 degré. Pour rappel, ces sécheresses, donc on a une sécheresse d'abord météorologique, ensuite une sécheresse agricole, puis une sécheresse hydrologique. Une sécheresse hydrologique s'installe une fois qu'on a ces deux
sécheresse combinée. Sécheresse météo qui va durer, déficit de pluie qui va durer, ensuite sécheresse des sols qui va durer, et ensuite une baisse des nappes et des cours d'eau. Donc en fait, on a vraiment besoin de clarifier ces termes, de comprendre qu'est-ce qu'une sécheresse, comment elle se forme, et elle n'arrive pas comme ça tout d'un coup. En fait, c'est ça qui manque peut-être dans ce documentaire. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui manque à ces images qui pourtant sont terriblement parlantes? Le lit a séché, l'agriculteur qui nous explique les fruits dans les mains, qu'il va devoir s'en débarrasser pour pouvoir préserver ses arbres. Qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus pour vraiment faire prendre conscience aux téléspectateurs de la situation dans laquelle nous sommes? En fait, il aurait fallu expliquer que cette situation dure depuis plus d'1 an et demi, que les Pyrénées-Orientales sont, et le seront encore plus dans les décennies à venir, des zones qui vont s'assécher, où on aura moins de pluie à l'année. Et cette situation hydrologique, elle n'est pas arrivée d'une manière surprenante comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on a vu s'installer depuis des mois. C'est des choses sur lesquelles on aurait pu se préparer depuis des mois. Et on n'anticipe pas, on espère que la pluie tombe, alors qu'en fait, on le sait, avec le changement climatique, ces événements seront amenés à se répéter dans le temps et à durer dans le temps. Là, vous parlez d'anticipation et on comprend bien aussi d'anticipation peut-être en termes de politique publique, voire même en termes d'action des agriculteurs eux-mêmes, puisque c'est quand même eux qui sont confrontés au quotidien, on l'a vu. Mais en termes de traitement médiatique, vous dites et vous considérez qu'en fait, on est dans le coup par coup en permanence, c'est ça que vous dites? Et donc, du coup, comment ça s'illustre selon vous, ce traitement-là? Ça s'illustre par, en fait, on va aller questionner des sinistrés, agriculteurs, des professionnels de l'eau potable. Et en fait, on ne pose pas le sujet du climat, le sujet de l'anticipation, le choix des cultures, la méthode de culture. Est-ce qu'on va rester sur des monocultures destinées à l'export ou au contraire, on va chercher à relocaliser? En fait, on ne pose pas vraiment le problème ni des solutions alternatives pour transformer le modèle agricole. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai été un peu regarder l'ancienneté des producteurs agricoles qu'on voit ici, là, qui témoignent dans le sujet de France 2. En l'occurrence, ce monsieur qu'on voit à l'image avec cette dame, Alain Bazet, il s'appelle, c'est le premier qui témoigne donc de ces abricots. Son entreprise agricole, elle existe depuis 10 ans désormais. C'est celui qui dit attendre la pluie juste après. Lui est viticulteur également, il ne fait pas que des... Voilà, ce monsieur-là, il ne fait pas que des fruits. Est-ce que du coup, effectivement, il n'y a pas un sujet sur ce que ces professionnels pourraient faire ou auraient pu faire pour justement éviter ce dont vous parlez, c'est-à-dire toujours être dans le même constat et ne pas avoir anticipé auparavant? Alors, j'aime pas du tout cette posture de la scientifique qui va dire aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire. C'est tout simplement du bon sens paysan. En fait, ces agriculteurs qui sont, pour certains, en fait, poussés à un système de production et tout les pousse en fait à produire davantage, ne sont au contraire pas encouragés à une véritable transition agroécologique qui permettrait de réduire justement les besoins en eau. C'est-à-dire que si on arrivait à diversifier les cultures, à avoir des sols vivants, à replanter des haies et des bocages, non seulement en fait on recréerait une certaine fertilité dans les sols et on permettrait à l'eau qui tombe, l'eau de pluie qui tombe, à rester le plus longtemps possible dans les sols, mais en plus en fait on arriverait à recréer de la biodiversité, à recréer en fait tout un écosystème qui va profiter au paysage. Et en fait ça, on n'en parle pas. Et certains agriculteurs subissent en fait ce modèle de production et ne sont pas encouragés à justement aller voir les autres modèles qui permettraient justement d'être plus résilients. Là, on voit très bien dans ces images qui sont dans un certain défaitisme. Voilà, on constate qu'il y a une sécheresse, ça fait 1 an et demi, on ne sait pas quoi faire. Voire même dans l'attente d'un miracle, parce qu'on dit on attend la pluie comme on attendrait un oracle. Marion Hetzel, vous êtes d'accord, vous de votre point de vue de téléspectatrice et donc du coup de membre de l'association Climat Média qui veille au grain, j'ai envie de dire, en regardant et en analysant les productions médiatiques, et je reviendrai évidemment après sur la question de la méthode qui est utilisée par Climat Média, mais sur ce type de reportage-là et sur ce reportage-là, qu'est-ce que ça vous inspire en termes de traitement médiatique de la question de la sécheresse ?
Je suis complètement d'accord avec l'analyse de Charlène. On reste sur une vision sensationnelle de un effet à un instant T d'agriculteurs qui explique souffrir de la sécheresse, alors même que le problème est global. Et donc, quand on le voit, nous, en tant que citoyens, on se dit c'est un énième sujet où on va interroger un ou deux individus, alors même qu'on souhaiterait voir présenter des solutions, des alternatives, et poser ce contexte-là comme étant de toute façon un fait. Il y a le dérèglement climatique, il y a des sécheresses hivernales comme estivales, et on est de toute façon dans cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut dépasser ce sensationnel et cet effet un petit peu dramatique et de peur qu'amènent ces sujets pour anticiper et avoir quelque chose de plus long terme. Donc, c'est vraiment ça qu'on espère voir. C'est d'ailleurs le constat que vous faites avec une analyse, une note d'analyse que vous avez produite avec l'association Climat Média. On la voit là à l'antenne. C'est une note qui date de mai 2023. L'association Climat Média s'est penchée sur les journaux télévisés de TF1, France 2 et France 3, et notamment des éditions du 13h et du 20h, diffusées entre le 1er et le 23 mai 2023. Donc ça, c'est la fenêtre de tir, entre guillemets, que vous avez utilisée pour produire cette analyse, la veille que vous avez faite. Peut-être avant de voir les résultats très précis que vous observez, Marion, pourquoi d'abord ces 3 seules chaînes de télévision? Pourquoi ne pas voir les chaînes d'information en continu qui produisent beaucoup d'informations sur le sujet? Alors, on aimerait pouvoir couvrir autant de médias que possible, mais on est aussi un collectif de citoyens et de bénévoles, donc on fait avec nos moyens. Mais on s'est concentré principalement sur les journaux télévisés parce que c'est énormément de téléspectateurs. Et donc, il y a énormément d'informations qui sont données et donc de compréhension qui se fait par ces JT. Et donc, on s'est dit, par où est-ce qu'on commence? Et les journaux télévisés semblaient... la bonne réponse. On sait qu'il y a des millions de téléspectateurs, donc c'est important de voir et de constater comment les sujets sont traités. Combien vous êtes à faire ce travail de veille et d'analyse à Climat Média? Et comment vous vous organisez? Alors, en tout, on a une centaine de bénévoles en membres actifs et qui font des veilles. Je vous dirais que ça tourne évidemment. On est une association, donc il y a du mouvement, mais je dirais qu'on est une quinzaine, grand maximum, et on s'organise par chaîne. Donc, on a une grille d'analyse, une capacité à poser des questions des questions critiques sur ce que l'on observe dans les différents reportages des JT. Oui. On s'organise par chaîne. Donc, TF1, France 2, M6 sont nos chaînes principales, France 3 aussi. Et soit on a un sujet thématique, soit on a des veilles quotidiennes en fonction des capacités de chacun. Et notre objectif est évidemment de scruter l'information et de voir si les sujets qui traitent du dérèglement climatique sont déjà nommés comme tels et donnent à voir des solutions et donnent un contexte et aussi est-ce que les paroles sont données aux experts? Voilà, est-ce que il y a un regard critique sur ce qui est apporté aux téléspectateurs. Alors, vos résultats, désormais, avec cette note, c'est la dernière note en ligne sur votre site que j'invite tout le monde à aller regarder. Vous constatez un triplement de la proportion de reportages dédiés aux questions climatiques en 2 ans dans les JT de ces 3 grandes chaînes. Avant de revenir sur ce diagramme, on y reviendra tout à l'heure, mais un triplement de la proportion de reportages, sauf que ce que vous dites, c'est que vous constatez que ces sujets représentent seulement 3% des reportages totaux diffusés à l'antenne contre 1% 2 ans auparavant. Pourtant, on a des chaînes qui communiquent à tout va sur le fait qu'elles soient beaucoup plus vertes, beaucoup plus conscientes et produisant aussi plus d'informations et plus de programmes liés à la question de la transition écologique et de la question environnementale. Est-ce que vous-même, Climat Média, vous avez été surpris de ce résultat-là? Malheureusement, non. C'est-à-dire que force est de constater que quand on regarde beaucoup de JT, on se rend compte qu'on
on cherche le traitement de ces sujets, mais ils sont peu présents. Il y a de l'amélioration, il faut quand même leur accorder. On la constate, cette amélioration, mais on est quand même souvent très déçus à la fin d'un journal télévisé en se disant qu'il y a énormément d'occasions manquées, énormément d'omissions, et qu'en fait, on cherche une information utile et parfois on ne la trouve pas. Et on reste dans le sensationnel, dans le commentaire. Et certains JT appellent d'ailleurs les téléspectateurs à envoyer des images des événements, des phénomènes catastrophiques qui se passent autour d'eux. On l'a vu par exemple juste hier sur BFM TV, effectivement, la chaîne appelant... Vous étiez sur le plateau ? J'étais sur le plateau et je peux constater, et tout ce que vous dites est vérifié. On m'a accordé 3 minutes de parole sur 90 minutes de reportage. 3 minutes pour faire le lien entre ce qu'on observait, c'est-à-dire des orages très violents, des canicules suffocantes. Et moi, je venais aussi parler de la sécheresse. Et ils ne comprenaient pas, ils ne faisaient pas le lien, en fait, avec le climat et le cycle de l'eau qui est complètement déréglé. Donc, quand on n'accorde que 3 minutes à un expert sur le sujet... et que derrière, on balaye vraiment, enfin, on ne traite que des faits divers ou des choses un peu anecdotiques, on ne peut pas provoquer un sursaut des consciences sur ce qui est en train de se passer. On ne comprend pas le lien entre nos modes de vie, le climat et le cycle de l'eau qui est complètement déréglé avec des événements climatiques extrêmes. On m'a même contredit un peu, entre guillemets. Il y avait un expert météorologue qui disait non, mais ces événements climatiques ne vont pas se répéter, hein, ils ne seront pas plus fréquents, c'est juste leur intensité. Alors que le dernier rapport montre bien, du GIEC, montre bien qu'on aura non seulement une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée de ces sécheresses. C'est grave de dire à ces médias d'une telle audience que en fait c'est pas très grave, ça va aller. Enfin voilà, il faut. Pourquoi on vous invite, Charlène ? Eh ben moi j'ai poussé un petit coup de gueule, je l'ai posté là sur mes réseaux sociaux ce matin, je leur ai envoyé un message en disant ne m'appelez plus parce qu'en fait ça ne sert à. Enfin moi j'ai été très démoralisée, j'ai été démunie, je ne savais pas quoi faire, j'étais en colère parce que ça fait des années qu'on le sait. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Et on ne parle pas des vrais problèmes, des vrais enjeux. On ne parle pas non plus des adaptations. On est venu m'appeler pour commenter les vagues de chaleur. Paris est la capitale européenne mortifère. C'est celle où on va le plus mourir de chaud. On a 8500 morts déjà au cours des 6 dernières années en France. On a un vrai sujet sur la chaleur. On n'en parle pas. C'est vraiment traité comme un fait divers. Et on ne prend pas le temps de poser les causes, les conséquences et de regarder les choses de manière systémique. On va aller encore un peu plus loin sur l'analyse, mais ça m'intéresse quand même juste de terminer cette discussion-là précisément. Charlène, qu'est-ce qui du coup vous donne encore envie, d'y aller sur ces plateaux alors qu'on ne vous donne pas beaucoup la parole, qu'on caricature le propos, voire même qu'on vous contredit alors que vous êtes quand même mieux placé que par rapport à tout le monde pour analyser ces sujets-là ? J'ai toujours l'espoir que je suis d'un naturel optimiste, donc je changerai peut-être d'avis. Là, pour l'instant, je ne veux plus y retourner et passer mon temps avec des médias qui justement prennent le temps de poser les sujets, comme le vôtre. Et merci pour ça, mais je reviendrai quand on me laissera un peu plus de temps de parole. Bon, alors justement, ce temps-là, vous le prenez à Climat Média, Marion. Au total, sur cette note dont je parlais tout à l'heure, donc qui analyse les JT de TF1, de France 2 et de France 3, 13h et 20h, enfin midi et 20h pour France 3, entre le 1er et le 7 mai très précisément, ce sont 34 reportages sur la sécheresse qui ont été diffusés sur cette période. Dans le détail, c'est 14 reportages sur la sécheresse sur TF1, 7 reportages sur la sécheresse sur France 2 et 13 reportages sur la sécheresse sur France 3. D'abord, un premier commentaire sur ce premier constat chiffré entre ces 3 chaînes, Marion Hetzel. Que vous dire ? Ça dépend vraiment de comment les chaînes souhaitent le traiter, mais c'est vrai que c'est moins le nombre, enfin évidemment le nombre ça, augmente et comme comme vous le disiez juste avant, on a de plus en plus de ces phénomènes-là et donc on a de plus en plus de sujets qui traitent
des sécheresses. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on en parle qui est vraiment pertinent. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de l'information ou est-ce qu'on est là pour faire du sensationnel et du catastrophique? Alors, c'est exactement ce que vous montrez avec ce diagramme, Marie-Mademoiselle, puisque ce qui étonne encore plus, c'est que donc, ce diagramme que vous publiez, on apprend que près de 90%, alors c'est 88,2, mais disons près de 90% de ces 34 reportages sur la sécheresse diffusés sur TF1 France 2 et France 3 ne font jamais le lien avec le réchauffement climatique. TF1, qui a pourtant diffusé le plus de reportages sur la période donnée sur la sécheresse, est la chaîne sur les 3 qui ne fait jamais le lien avec le réchauffement climatique, jamais, sur tous les sujets mentionnés. Et vous écrivez d'ailleurs sur votre note, aucun reportage n'explique que les sécheresses sont rendues plus probables par le changement climatique, qui est directement provoqué par nos activités et modes de vie. Et puis enfin, vous écrivez, ainsi les reportages ne permettent pas aux téléspectateurs de comprendre les enjeux et les solutions aux sécheresses. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça repose la question du but des journaux télévisés. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer, en fait ? Est-ce qu'il y a un devoir de pédagogie ou non ? Semble-t-il, les journaux télévisés sont là pour exposer des faits. Le fait est qu'un téléspectateur s'attend quand même à une information utile. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, quand téléspectateur ? Nous, en tout cas, au sein de Climat Média, on pense qu'on a besoin d'une information utile et que si on nous donne à voir quelque chose, c'est parce qu'on peut ressortir avec une connaissance supérieure, un moyen d'action, une envie d'agir sur quelque chose. Alors que quand vous regardez ces reportages, vous dites quoi, vous ? Vous dites que quoi ? J'ai rien appris ? C'est ça que vous dites ? Oui, dans la majorité des cas, je me dis très bien, j'apprends que dans cette partie de la France, la situation est catastrophique et que cet agriculteur est en danger économique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Je vais avoir un peu plus de mal à dormir la nuit, mais qu'est-ce qu'on fait ? donc c'est vraiment ça la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'ils souhaitent traiter l'information, et on essaie de travailler main dans la main avec ces rédactions pour faire avancer les sujets et pour comprendre comment est-ce qu'ils traitent l'information, quel prisme ils mettent, et pour faire avancer vers de l'information utile. Alors concrètement, justement, la discussion que vous entamez avec les rédactions ou les journalistes individuellement, qu'est-ce qu'elle dit, cette discussion-là ? Quel dialogue vous avez avec eux ? Et qu'est-ce qu'il vous dit sur le travail que vous menez à Climat Média ? Beaucoup sont satisfaits d'avoir un collectif de citoyens qui donne un regard extérieur à leurs travaux. Donc on est quand même plutôt bien reçus. Quand vous dites plutôt bien reçus, c'est vous êtes reçus physiquement dans les rédactions, on vous accueille et il y a un espace de discussion qui est créé ? Alors, c'est une très bonne précision. Nous avons eu quelques rendez-vous avec les rédactions. On souhaite vraiment créer un espace de discussion et pouvoir échanger sur les attentes et augmenter aussi notre compréhension des choix des sujets et des angles d'attaque des différents sujets. Cet espace n'existe pas encore tel qu'on pourrait le souhaiter. Malgré tout, il y a un dialogue qui se fait. Avec quelle chaîne ? Avec toutes ces chaînes, TF1, France Télévisions et M6. Les dialogues sont initiés. On essaye maintenant, on espère pouvoir aller plus loin pour vraiment travailler sur quel est le type de discours que l'on a sur ces sujets-là et être sûr qu'on donne la parole à toutes les parties prenantes de ces sujets. Et encore une fois, à des experts aussi pour pouvoir amener une vision de faits et de solutions sur ces sujets. Et quand vous dites avec toutes les chaînes, c'est avec des journalistes individuellement, avec l'état-major de ces chaînes. C'est important de savoir à quel degré, en fait, dans la chaîne éditoriale, il y a une prise de conscience jusqu'au point de pouvoir parler avec des gens qui leur cherchent un petit peu les poux, quoi. Ça dépend des différentes chaînes. On a contacté des journalistes, on a contacté des directions. Voilà, c'est pas uniforme en fonction des différentes chaînes. Mais je passe ici un appel à avoir une discussion avec les rédacteurs en chef et pouvoir en discuter. C'est vraiment notre objectif de pouvoir travailler de manière constructive, main dans la main avec ces différentes rédactions.
Un commentaire sur le travail de Climat Média, Charlène Descolonges. Bravo pour tout ça. C'est vrai qu'il y a du travail. Il y en a vraiment qui ont une prise de conscience. Hein. Je le sens avec certains médias, beaucoup de radio, beaucoup de presse écrite. Mais c'est essentiel d'aller toucher les plus gros médias pour en parler. Moi, je me pose la question de savoir cette tribune qui avait été faite sur l'engagement des médias, sur le fait de traiter le changement climatique, quel est l'impact vraiment sur derrière le travail rédactionnel qui est fait. Je ne sais pas. C'est une question charte sur l'urgence climatique et justement, écologique. Qui avait été signée par des gros médias, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que vraiment, véritablement, on va couvrir le sujet ? Moi, j'ai été aussi surprise du format météo-climat qui a été initié sur France 2, il me semble. Sur France 2. C'est ça. Donc, très bien. Maintenant, allons plus loin. Une fois que le bulletin et les constats est posé, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors justement, c'est intéressant que vous mentionnez cette météo-climat diffusée sur France 2 depuis quelques semaines. BFM TV a lancé un peu la même démarche, mais version sécheresse. Sur la sécheresse, donc avec une carte qui est proposée régulièrement à l'antenne. Regardez ce que ça donne. Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous à retrouver sur BFM TV chaque jour. Alors dans la matinale à 6h58, chez Bruce Toussaint à 10h28, c'est la météo de la sécheresse. Vous le savez, la France est concernée par une sécheresse de plus en plus préoccupante, avec d'ailleurs des dizaines de départements qui sont déjà touchés par des restrictions de l'usage de l'eau. Et bien tous les jours, on vous montrera donc ces cartes, l'humidité des sols, le niveau des nappes phréatiques afin de mieux comprendre la situation, ce qui se passe, comment ça va évoluer. Et donc le tout est de bien sûr vous sensibiliser et de limiter au maximum votre consommation d'eau. C'est pas toujours facile, mais avec des petits efforts, des petits gestes, on peut tous faire un geste positif pour la planète. Que penser de cette initiative ? Ben, c'est bien. C'est lui qui était en plateau ? Non, c'était pas lui. Sur BFM TV ? Non, mais je trouve que c'est bien de l'amener quotidiennement, de dire voilà où on en est, etc. Avec cette carte-là, avec voilà. les couleurs qui sont censées alerter. C'est le monsieur qui m'avait contredit, qu'on voit à l'écran. Donc monsieur, alors voilà. Je crois que c'est Persson ? Oui, c'est ça, Persson. Monsieur Persson. Et donc, parlons du climat. Parlons pas de météo. Le climat, c'est à une échelle beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Là, en fait, encore une fois, on est sur du temps très court, on est sur du fait actuel. Une fois que la sécheresse sera passée, on n'en parlera plus. Voilà, et on va tomber aux oubliettes. Et puis, alors qu'en fait, une sécheresse, c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Là, les Pyrénées-Orientales, si elles sont là aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont accumulé 2 ans de sécheresse. Et entre l'été dernier et l'hiver, il ne s'est rien passé vraiment, on n'en a pas trop parlé. En fait, il faut parler du climat, il ne faut pas parler de météo. Et encore une fois, là, on entend les petits gestes pour la planète. Est-ce que ça va vraiment nous sauver ? Clairement, non, on en est très, très loin. Il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc là, on a un vrai enjeu de parler des vrais sujets, de notre alimentation, de notre mobilité, de notre manière de vivre qui font accélérer en fait ce réchauffement climatique. Mais alors, comment expliquer que, au vu de toutes les personnalités, tous les scientifiques qui prennent aujourd'hui la parole dans les médias, voire même qui chroniquent pour les médias, je pense par exemple à Emma Aziza, l'hydrologue, mais il y en a d'autres qui prennent la parole régulièrement. Comment expliquer que les médias restent encore très imbriqués dans ces formats-là qui, comme vous le dites, empêchent de voir le problème à une échelle beaucoup plus globale ? Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a un enjeu de formation, déjà, de prendre le temps de se former à tout ça, à tous ces enjeux-là. Moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que j'ai créé un cours en ligne de 10 heures pour poser les bases, qui est ouvert à tout le monde, sur la plateforme Sator d'ailleurs. Qui est gratuit ? Non, payant, parce que c'est du contenu, c'est du travail, et en fait, c'est un vrai MOOC, en fait, qui donne en fait la plus-value. Enfin, la plus-value, c'est d'avoir un contenu de qualité, et on espère pouvoir le rendre le plus accessible possible, donc on est en train de le déployer. Mais encore une fois, il faut prendre le temps et il faut former les bonnes personnes sur ces enjeux-là. Alors, est-ce que les journalistes ont accès, par exemple, à cette formation-là ? Ça serait bien.
ou à d'autres peut-être. Est-ce que vous avez l'impression que les journalistes sont suffisamment formés? Non, et même au plus haut sommet de l'État, j'irai aller jusque-là, il faut aller former les hauts fonctionnaires, tout cet appareil invisible qui conseille les élus et qui prennent des décisions in fine sur la ressource en eau. Votre point de vue, Marion Hadzel, sur cette météo sécheresse de BFM TV? Tout à fait d'accord. À nouveau, le sujet de la formation, la sensibilisation, parce que là, ce qu'on voit, c'est de la sensibilisation, en fait. Et c'est très bien, et c'est important de donner de l'information au quotidien aux citoyens et de savoir quels sont les gestes qu'on va devoir faire sur un temps donné. Évidemment, on ne peut que le saluer, mais ça ne suffit pas, parce qu'on est encore une fois sur du temps court, et en fait, on a besoin de se donner une perspective. Là encore, ça va être très bien, on serre les vis pendant quelques semaines, quelques mois, on fait attention, et ensuite, on n'interroge pas notre mode de vie sur le long terme, on ne se pose pas la question des activités humaines, on ne se pose pas la question de qu'est-ce que ça va être sur le temps long. Donc oui, c'est dommageable. Et alors du coup, justement, pour pouvoir se poser ces questions-là que vous vous posez, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quels conseils vous pourriez donner à une chaîne comme BFM TV en termes d'apport éditorial pour aller dans votre sens? Parce que vous voyez bien la critique qu'on pourrait vous faire. Je me fais de l'avocat du diable, mais en gros, ils sont bien gentils à Climat Média, hein, ils nous critiquent, mais qu'est-ce qu'ils font eux? Qu'est-ce qu'ils proposent eux? C'est sûr, nous on n'est pas journalistes, on n'est pas du métier. Notre regard il est critique parce qu'on se veut exigeant sur l'information qui est donnée et on cherche une information qui est utile sur le long terme. Et on veut sortir du fait divers et du sensationnel. Évidemment, la formation, c'est la première étape. Et également la capacité de toujours remettre en contexte et de voir un petit peu plus loin que l'actualité chaude du jour, qui est évidemment le propre d'invité, mais qui doit se remettre dans un contexte tout le temps, en fait. C'est le propre de tous les sujets qu'ils font. Donc, pourquoi ne pas aller aussi loin sur ces sujets-là également et redonner vraiment la vision d'ensemble et de la perspective sur le futur. Alors si on regarde un peu plus loin que juste la question de la météo sécheresse ou de la sécheresse en tant que telle, évidemment que ce sujet-là pose la question de la disponibilité en eau sur l'ensemble du territoire français. Et puis dans le même temps, de la diffusion du premier reportage que je vous ai montré, celui sur France 2 sur la question de l'impact de la sécheresse sur les agriculteurs, eh bien il y avait un autre reportage diffusé la veille, le 26 avril 2023, sur France 2 toujours, un reportage en région parisienne, à Grigny précisément, dans l'Essonne, sur la manière dont Coca-Cola, l'entreprise industrielle américaine, pompe dans les nappes phréatiques pour remplir ses bouteilles dans la grande usine de la ville. Regardez à quoi ça ressemble. L'usine Coca-Cola de Grigny, dans l'Essonne. Construite en 1986, elle produit chaque année près de 600 millions de litres de soda, des boissons qui contiennent jusqu'à 99% d'eau. Cette eau, l'usine va la chercher sous la terre, à plus de 100 mètres de profondeur, dans la nappe phréatique, grâce à 3 forages. Un système légal, tout propriétaire d'un terrain bénéficie de la jouissance du sous-sol, mais contesté aujourd'hui par le maire de Grigny. Il demande à l'industriel de se raccorder à l'eau de la ville, qui vient, elle, uniquement de la Seine. Cette nappe phréatique à Grigny, il faut la préserver. Il n'y a que Coca-Cola qui l'utilise. Elle n'est pas utilisée par les agriculteurs, elle n'est pas utilisée pour les usagers que nous sommes. Si demain, les sécheresses créent d'énormes problèmes sur la Seine, eh ben on aura une autre solution locale qui pourra être complémentaire, qui pourra venir en secours pour le territoire de Grigny. Des négociations sont en cours. Le groupe pourrait accéder en partie à la demande de la municipalité, mais il se défend de faire peser une menace sur la ressource en eau. Notre forage est soumis à des autorisations préfectorales qui sont révisées et délivrées régulièrement et qui peuvent évoluer en fonction de la situation de stress hydrique du territoire sur décision des services de l'État.
Voilà, et forcément, comme il s'agit de Coca-Cola, eh bien, toute la presse s'est emparée de cette histoire. On a eu des papiers à peu près partout, sur tous les titres. C'est d'abord le Parisien qui avait sorti l'affaire. À Grigny, l'usine Coca-Cola priait d'arrêter de pomper la nappe phréatique. Et puis ensuite, l'ensemble des titres a embrayé. TF1, par exemple, mis sous pression par la ville de Grigny, Coca-Cola arrête de pomper une nappe phréatique de l'Essonne. En réalité, pour l'instant, Coca-Cola n'a pas arrêté de pomper, puisque les discussions sont encore en cours avec la commune de Grigny, en bonne voie, nous dit le maire. Et puis ensuite, RTL, par exemple, Coca-Cola, le géant sommet d'arrêter de puiser dans la nappe phréatique de Grigny, Libération, Usine Nouvelle, bref, l'ensemble de la presse qui s'est donc emparée de cette affaire. Première question, Charlène Descolonges, pour d'abord bien avoir en tête un ordre de grandeur, parce que là, on nous parle de 600 millions de litres d'eau par an exploités par Coca-Cola. On se dit que ça a l'air beaucoup, mais en réalité, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Alors, il y a les arrêtés préfectoraux, donc là, c'est un arrêté d'autorisation, ça veut dire qu'ils excèdent un certain volume d'eau annuel, et effectivement, c'est suffisant pour avoir un impact sur la recharge de la nappe et avoir un impact hydrologique d'une manière générale. Là, la question qui est posée, alors en termes de volume, de se représenter, c'est très difficile, hein, je ne pourrais pas vous dire le nombre de baignoires, mais par contre, ça ferait beaucoup. Là, je ne connais pas non plus le type d'aquifère. Est-ce que c'est un aquifère très profond qui quoi, l'aquifère ? Un aquifère, c'est le réservoir, c'est la roche qui va enfermer la nappe. C'est la roche poreuse qui va enfermer la nappe. La nappe, c'est la partie saturée en eau de l'aquifère. Donc, est-ce que l'aquifère est confiné étant très profond, la nappe va mettre du temps à se renouveler. Donc, c'est ça le problème, en fait. Quand on va puiser très profond dans des nappes, on diminue leur capacité à se renouveler. Et donc, c'est comme un réservoir, on siphonne tout et il n'y a plus rien. Et c'est le cas d'ailleurs sur Nestlé Waters, dans le Massif central, par exemple, à Vittel. Et donc là, est-ce que c'est la même situation ou est-ce que c'est une nappe plus... 100 mètres, ça me semble relativement en surface, donc probablement connecté en fait, au réseau des cours d'eau en surface, oui. Donc avoir un impact sur l'hydrologie des cours d'eau. Et là, la question qui est posée, c'est celle du partage de l'eau. C'est ça. Là, en fait, clairement, le maire, normalement, fait partie de ce qu'on appelle les parlements de l'eau. Les parlements de l'eau, c'est des instances de gouvernance où siègent des élus, des usagers et des représentants de l'État. Il y en a partout en France. Il y en a partout en France. Et typiquement ici, s'il y a une telle affaire médiatique, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus ou de discussion dans ce Parlement de l'eau. Ou en tout cas, l'affaire n'a pas été traitée de manière technique et politique. Donc s'il en vient à mobiliser tous les médias, c'est que à la base, dans ce Parlement de l'eau, s'il existe, hein, parce que des fois il n'existe pas, il y a eu un problème de conflit d'usage. Ça veut dire aussi que Coca-Cola a le droit d'exploiter de l'eau alors même qu'on est dans une situation, et c'est la fameuse question du contexte que vous n'arrêtez pas de mettre en avant, Marie-Wadzel a raison, alors même que le contexte global est un contexte de sécheresse à l'échelle de la France. C'est compliqué à comprendre pour le téléspectateur, le citoyen, de se dire qu'il a encore le droit de le faire alors même qu'on nous parle de sécheresse en permanence. Alors, il y a un double discours. Il y a à la fois les citoyens, faites des éco-gestes, réduisez la consommation d'eau à la maison, et effectivement, on voit ces industries qui pompent beaucoup d'eau dans les nappes en temps de sécheresse, qui refusent de se raccorder au réseau d'eau potable, celui de la ville, pour justement... je pense que c'est une question de taxes aussi, pour que Coca-Cola, des raisons financières, paye plus. Mais là, en fait, c'est encore une fois une question du partage de la ressource en eau. Et le citoyen ne comprend pas comment on peut lui demander de faire des économies d'eau si derrière, des industries consomment autant d'eau. Et moi, je vais encore plus loin sur la question de l'agriculture, puisque c'est cette activité qui consomme le plus d'eau en été. Là, les usines Coca-Cola, elles prennent l'eau est embouteillée, elle part, elle ne reviendra jamais dans le milieu. Les agriculteurs, c'est pareil, ils pompent de l'eau, ils l'irriguent, dans les cultures, l'eau ne reviendra jamais dans le milieu. Donc, des activités comme celle-ci doivent être vraiment mises sur la table, questionnées pour parler du sujet de l'eau, du partage de la ressource en eau, et on ne peut pas le faire sans la voix citoyenne, sans prioriser les usages de manière démocratique. Mais alors, si on va plus loin dans ce que vous dites, Charlène Descolonges, est-ce qu'il faut se poser la question de faire le choix entre manger et boire ? Oui.
Ah oui, mais oui, je pose la question, je pose vraiment la question et je le pose devant toutes les autorités. Aujourd'hui, on en est là. En fait, dans 20-30 ans, il faudra se poser la question. Dans certaines régions, on y est déjà. Là, on a vu avec les Pyrénées-Orientales, est-ce qu'il va falloir manger ou boire? Et c'est un vrai sujet. C'est pour ça que je pose la question de la résilience alimentaire des territoires, puisque dans une perspective où on aura des crises écologiques de plus en plus fortes, des canicules et des pertes agricoles de plus en plus élevées, en fait, quelle production alimentaire va-t-on avoir sur les territoires? Si on décide de relocaliser les industries, l'agriculture sur chaque territoire, on va avoir des conflits d'usage sur la ressource en eau. Et c'est maintenant qu'il faut en parler. Juste pour revenir sur Coca-Cola, est-ce qu'on a d'autres exemples ailleurs en Europe ou dans le monde où on a effectivement pris la décision, où un État, une collectivité territoriale, voire une cour de justice a dit Coca-Cola ou un autre d'ailleurs, stop, ça suffit, vous exploitez beaucoup trop les nappes phréatiques, l'eau est rare, précieuse, et on préfère la louer à d'autres usages. Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que la France peut aller voir d'autres modèles? Puisque visiblement, la décision n'est pas prise ici de faire ce choix-là. Malheureusement, non, pas encore dans notre pays. Là, pour Vittel, Nestlé Waters, ils partent, a priori, ils vont partir d'eux-mêmes, puisqu'ils se rendent compte qu'ils ont des gros problèmes de sécheresse dans les nappes qu'ils pompent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nestlé s'en va? Il y a certaines usines qui menacent d'être fermées parce qu'ils ont pompé trop dans la nappe, quoi. Et c'est pas faute d'avoir alerté. C'était une réalité, c'est quelque chose qui avait été soulevé. Visiblement, ils risquent de partir d'eux-mêmes, mais c'est pas l'État qui leur a sommé de le faire. Ça veut dire qu'en plus, alors c'est intéressant ça, parce que ils partent, ça veut dire un enjeu économique colossal, j'imagine, pour un territoire. Une entreprise comme celle-là, qui en plus, au-delà de la question de l'emploi qui est hyper importante, doit payer des taxes, enfin voilà, doit faire vivre un territoire. Et en plus, ils partent, ils laissent leurs usines, donc il y a la question aussi de la dépollution. Et puis, ils ont pris l'eau à n'en plus finir puisqu'il n'y a plus d'eau. Enfin, c'est lunaire en fait, c'est complètement la lunaire. situation à laquelle on est confronté. C'est complètement lunaire et c'est pour ça que on voit de plus en plus de résistance citoyenne puisqu'elles ne comprennent pas et elles demandent de justice justement pour rétablir tous les dommages de pollution, les pollutions plastiques et de pression sur la ressource en eau. Certaines rivières se sont complètement asséchées et ça, qui va rétablir la situation? Sur Coca-Cola, donc on se trouve dans l'Essonne. Le 10 juillet, le préfet de l'Essonne, donc du département, a communiqué sur le niveau d'alerte sécheresse dans le département. C'est ce tweet. Plusieurs communes du département de l'Essonne sont placées en état d'alerte et de vigilance. Des mesures de restriction sont mises en place. La zone autour de Grigny, vous allez le voir, est en alerte vigilance. Voilà la carte de l'Essonne. Alors, c'est pas très clair, mais vous voyez donc le jaune. Si vous allez tout en haut, à droite, vraiment, vous avez la ville de Viry-Châtillon, voilà, en haut à droite là, de toute la zone jaune. Et bien, juste en bas, c'est donc Grigny, en bas de Viry-Châtillon. Cette zone grise n'est pas une zone qui est en crise, pas encore. La préfecture dit que c'est une zone à laquelle on doit être vigilant. Le préfet écrit sur son site d'ailleurs, les débits des cours d'eau atteignent pour certains des niveaux préoccupants et les seuils imposant la prise de mesures de restriction des usages de l'eau. Et puis il précise, l'état de vigilance, donc à Grigny, n'impose pas de mesures de limitation ou de restriction des usages de l'eau. Néanmoins, le préfet appelle au civisme en vue d'une utilisation rationnelle de l'eau avec des recommandations, par exemple, réaliser des économies d'eau en limitant son utilisation au strict nécessaire pour l'arrosage des espaces verts, le lavage des véhicules et des voiries, c'est ce qu'écrit le préfet, utiliser le plus possible des économiseurs d'eau et des dispositifs de recyclage et enfin, informer le service en charge de la police d'eau départementale de toute activité ou rejet pouvant perturber le milieu aquatique, écrit le préfet de l'Essonne. Comment vous, Marion Hatzel, collectif citoyen, vous accueillez cette communication des autorités dans un territoire où Coca-Cola, comme on l'a vu, pompe pour un soda des millions de litres par an? On en revient à la question des usages. On pointe des moyens d'action qui sont individuels majoritairement dans la liste des actions que vous avez données. Et il y a le sentiment
l'exemple très parlant de l'entreprise qui fuit le territoire parce qu'il n'y a plus d'eau, en fait, la population ne peut pas fuir, c'est chez elle. Donc, il y a une migration économique parce que la ressource est manquante, en laissant une ressource, du coup, inexistante pour les populations locales. Donc c'est vraiment désolant de voir ce type de situation et de se dire que, vous disiez, dans 20-30 ans, on va avoir la question qui va se poser. Encore une fois, on est sur une question d'anticipation. Quand est-ce qu'on va traiter le sujet ? Pourquoi ? N'attendons pas, quoi. Je sais qu'on est d'accord autour de la table, mais voilà, on a une vraie demande de pouvoir traiter les sujets dans leur globalité et d'anticiper parce qu'on est sur des sujets qui font peur, c'est évident. Donc, quand on parle de devoir choisir entre se nourrir ou manger, on est en train de questionner nos usages et notre capacité à être dans un monde soutenable demain. Donc, on a besoin d'anticiper ces questions-là, on a besoin de répondre aux téléspectateurs, aux citoyens, sur comment est-ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on reste sur des petits gestes alors qu'on a besoin d'une réponse collective.